La parole est directe. Encore quelques minutes à passer ensemble avant la pause. Je vous l'annonçais au sommaire. Le 8 mars, c'est notamment l'occasion de jeter un regard sur les violences faites aux femmes. En Guinée, le tableau reste sombre avec des souvenirs encore frais dans les mémoires. Le cas de Massila est une parfaite illustration. La jeune femme victime de violences sexuelles et médicales dans des cliniques de Conakry est décédée, rappelez-vous, en novembre dernier. 4 mois après, Mirador s'interroge sur l'évolution de la procédure judiciaire. À suivre donc tout à l'heure la prise de parole de Mme Silla Djenabou Diallo. Elle est la présidente de l'ONG Mon Enfant, Ma Vie. Bien d'autres questions à aborder avec vous. Bonjour à vous, Mme Silla. Bonjour tout le monde. Bienvenue. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Nous sommes le 8 mars. Qu'est-ce que cette journée vous inspire ? Alors, cette journée, moi je pense, déjà avant même de répondre à votre question, j'aimerais rectifier nos sœurs qui ont pris la parole et même les personnes qui nous ont souhaité bonne fête tout à l'heure. Je n'aime pas qu'on dise, qu'on me souhaite même pas bonne fête le 8 mars. C'est pas une fête en fait. C'est pas du tout une fête. On dit on est en train de fêter en grande pompe au palais. C'est pas une fête. C'est la journée vraiment c'est la journée internationale des droits des femmes. C'est une journée pendant laquelle on doit en fait revendiquer nos droits et dénoncer les maux qu'on subit dans la société. Donc aujourd'hui le 8 mars, souvent le 8 mars, c'est triste en fait. Pour moi c'est une journée qui devrait être même triste parce que on subit tous les jours. On subit tous les jours des violences, qu'elles soient physiques, qu'elles soient morales, qu'elles soient économiques en fait. Nous relançons tout à l'heure le débat sur les violences basées sur le genre. Nous parlerons notamment de l'affaire Massila, de l'évolution. En tout cas, s'il y a eu évolution de ce côté, nous marquons une pause pour nos obligations commerciales. Derrière les infos, on se retrouve juste après pour continuer Mirador. Parole est directe avec Mme Silla Djenabou Diallo, présidente de l'ONG Mon Enfant, Ma Vie. Nous parlons de la Journée internationale des femmes, notamment des violences basées sur le genre. Quel est votre regard sur le parcours qui a été mené jusque-là? C'est vrai qu'il y a eu des combats pour l'émancipation des femmes dans ce pays. Oui, effectivement. Moi, souvent, lorsque je parle des droits des femmes, j'aime bien penser à nos mères, à nos sœurs, à nos ancêtres même. Hein? Je veux dire, si je dis ancêtres, je parle des premières femmes dans les années 1800 qui ont osé quand même faire des marches au niveau aux États-Unis, des ouvrières qui ont marché dans les années 1800 et les premières femmes qui ont osé revendiquer leurs droits. Donc il faut penser à ces personnes-là. Si aujourd'hui nous toutes on est là en train de parler des droits des femmes, c'est parce que avant nous il y a eu des femmes qui se sont battues pour qu'on aille à l'école, pour qu'on connaisse nos droits et pour qu'on puisse avoir aussi le droit et même le devoir de dénoncer les violences faites aux femmes. Et quelle est la situation de ces droits en Guinée? Alors, tout à l'heure, lorsqu'on parlait, on parlait de nos textes. Nos textes existent. Nous avons de très beaux textes, mais c'est leur application. Aujourd'hui, nos droits, en fait, les droits des femmes existent, mais on ne les vit pas, on ne les ressent pas. C'est ça le problème. Pas toutes. Peut-être il y en a qui connaissent, d'autres non. Donc j'ai écouté tout à l'heure tout ce que vous disiez. On parlait des femmes, d'autres même disaient oui, mais moi j'en veux aux femmes et tout, qui vont aller manifester, enfin qui vont aller danser et tout. Mais n'oublions pas que le taux d'analphabétisme dans notre pays est très très élevé. Oui. Ces femmes-là, la majorité de ces femmes-là ne sont pas comme nous. Elles ne comprennent pas. Elles sont élevées dans le sens où la femme doit subir, la femme doit être... Parce que pour elle, être forte, c'est accepter la douleur. C'est ça être une femme. Lorsque tu accouches, tu pleures, on dit hey, Guinée Nira, tu dois pas pleurer. Quoi, moi j'accouche, j'ai fait 3 enfants, mais je crie. Hein, quand tu pleures, on se moque de toi. Ah oui, mais moi je suis fière de crier parce que Dieu a mis des émotions en moi. Et ces émotions-là, quand j'ai de la douleur, il faut que je l'exprime. C'est pas une faiblesse, au contraire. Parce que là, la force que je mets en accouchant, je ne pense pas que tout le monde, en tout cas tous les êtres humains peuvent le faire. C'est que les femmes qui peuvent le faire. Donc c'est normal qu'on pleure. C'est normal lorsqu'on a mal qu'on l'exprime. C'est pas une faiblesse, au contraire en fait. Au contraire, on est juste un être humain comme tout le monde. Voilà. Donc moi je pense que aujourd'hui c'est bien c'est ça que j'aime en fait lors du 8 mars, qu'on en parle, qu'on sensibilise, que les gens qui n'ont pas compris comprennent. La répétition elle est pédagogique. On va continuer. Si aujourd'hui, tout à l'heure je vous disais que je n'aime pas le 8 mars, le 8 mars me rend triste. On célèbre le 8 mars parce que les droits ne sont pas encore respectés. Le jour toutes les femmes auront tous leurs droits, on ne parlera plus de 8 mars. On parlera ensuite de la fête, parce qu'en ce moment, on aura atteint notre objectif. On est encore très loin. On a avancé. Aujourd'hui, les filles vont à l'école. Aujourd'hui,
Ma fille, elle a 6 ans hier, elle m'a dit, maman, demain, c'est la fête des femmes. Je lui ai dit, non, c'est pas la fête des femmes, je lui ai expliqué. Elle m'a dit, c'est quoi? Je dis, parce qu'on ne tape pas les femmes. Elle dit, oui, ma maîtresse m'a dit ça. Donc, on est en train d'avancer. Nos petites filles en parlent, nos petits garçons en parlent. On doit être fiers. Des femmes entrepreneurs, on en voit aujourd'hui. Des femmes ministres, on en voit. Elles sont à l'Assemblée nationale, elles ne sont pas nombreuses, mais on en voit. Il y a quelques années, on n'avait même pas le droit de voter. Donc, je me dis qu'il ne faut quand même pas oublier qu'on avance. Même si ça reste peu. Hein? Oui. On a 6 femmes ministres, par exemple. Sur il y a quelques années, on n'en avait peut-être qu'une. On n'en avait peut-être pas. On n'avait même pas peut-être des femmes qui vont à l'école. Donc, pour vous, ça avance. Pour moi, c'est lent, mais il ne faut pas minimiser non plus. On va y arriver. Ouais. On va y arriver, justement, c'est des journées comme ça où on doit s'accentuer. On doit revendiquer tous les jours. Moi, sur les 366 jours de l'année, il faut qu'on revendique parce qu'on subit tous les jours. Mais le 8 mars, c'est quoi? C'est juste que c'est ce jour-là qu'on doit accentuer. C'est ça. Voilà, vous soulevez un point très intéressant. Le quota de représentativité, les 30% ne sont pas du tout respectés. Aujourd'hui, selon vous, qu'est-ce qui empêche les autorités à appliquer le contenu de la loi, puisqu'il est dit clairement que 30% du quota doit être affecté aux femmes? Excuse-moi, qu'est-ce qui nous empêche? Sur ta question. Pourquoi 30% d'ailleurs pendant que nous représentons plus de 50% de la population? Mais il faut aussi qu'il y ait des femmes capables d'occuper ces postes. Je suis sûre qu'il y en a. Alors, suffisamment. Vous me dites pourquoi les autorités n'arrivent pas. Là, je ne peux pas répondre. Je pense qu'on va poser la question aux autorités. Moi-même, je me demande pourquoi. Oui, mais vous êtes femme activiste. Normalement, ça devait être quand même un combat pour vous. Oui, c'est un combat pour moi, mais je ne peux pas justifier comment on appelle ça, l'agissement du gouvernement. Je peux dénoncer parce qu'on n'a pas atteint ce quota-là. Et c'est malheureux. C'est malheureux. On va se dire, il y a des femmes capables. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui s'engagent? Parce que la question est là. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes intellectuelles en Guinée. Mais combien vont en politique? Combien s'engagent? Combien? Parce que vous allez voir... C'est la porte d'entrée pour beaucoup de choses. C'est ça en fait. Parce que vous allez dans les partis politiques aujourd'hui, ils ont peut-être... Je ne sais pas ce qui se passe. Moi, je ne fais pas de la politique. Je suis activiste. Voilà. Je ne sais pas. Mais s'ils n'ont pas le nombre de femmes capables de représenter, par exemple, pour être ministre, ils ne peuvent pas proposer, par exemple. Oui, mais l'État a une partition à jouer, notamment dans la formation. C'est vrai. On peut quand même former des femmes. Et aujourd'hui, moi, je pense que les 30%... Ça, c'est l'engagement. Que les femmes s'engagent. Oui, parce qu'il y a un manque de volonté, justement. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on peut quand même couvrir les 30%. Oui. Je pense, parce que là, il y a de l'émulation au sein de la gente féminine. Je pense exactement que c'est possible de remplir les 30%, d'octroyer les 30% aux femmes. Oui, je suis d'accord avec toi, c'est possible. On a vraiment l'expertise en Guinée, côté femmes. Mais le problème, il est où? Le problème est qu'elle a dit, les femmes, normalement, doivent s'affirmer. Oui, j'ai le bagage qu'il faut, mais je reste dans mon silence, je me cache. Il faut sortir. Si vous voyez aujourd'hui, il y a plein d'hommes qui sont devenus ministres parce qu'ils ont osé quoi? Parler dans les médias, venir dans les émissions. Mais aujourd'hui, difficilement tu peux avoir une femme pour s'exprimer. Parfois quand tu viens, non, moi je parle pas. Même dans la rue, quand tu tends ton micro, difficilement les femmes acceptent de parler. Si on ne s'affirme pas, on n'accepte pas de dire ce qu'on pense. On n'accepte pas de montrer que oui, nous aussi, on a ce bagage-là. Oui, mais parfois, il faut les mettre à l'œuvre. Parfois, il faut les mettre à l'œuvre. C'est pas qu'il faut passer dans les médias pour être vu. Je pense qu'il y a des femmes qui sont dans l'ombre, qui sont extrêmement compétentes. On va donner la parole à notre invité, et l'analphabétisme. Non, vous pensez que l'analphabétisme contribue à cela, mais je ne pense pas. Parce qu'on peut être analphabète, mais très compétent. Très compétent, c'est possible. Oui, je pense qu'il faut lever l'équivoque. C'est pas parce qu'on n'est pas allé à l'école qu'on n'a pas un bagage, qu'on n'est pas intelligent, ou on n'est pas capable. Ou on n'est pas productif. Il y a des femmes. Nous avons beaucoup d'activistes dans ce pays qui n'ont pas fait de grandes études. Mais bien sûr, ce n'est même pas être activiste. On peut les citer. Il y a combien de femmes qui n'ont pas fait des études, qui sont chefs d'entreprise, qui emploient même des intellectuels. Donc ce n'est pas, en fait, c'est juste que pour être ministre, je suis désolée, il faut être allé à l'école. D'accord? Il faut être allé à l'école
Aujourd'hui... Être ministre, c'est un poste politique, madame. Non, je suis désolée. Il y a des postes, il faut être allé à l'école. Tu ne peux pas être ministre de l'économie et des finances si tu ne sais pas lire et écrire. Nous avons eu des ministres ici dans ces pays normaux. Oui, mais ça ne veut pas dire que c'est la norme. C'est pas la norme. En fait, c'est une exception. On est en train de parler de la normalité. D'accord. On va aller sur les violences. Je voulais revenir. Bon, vas-y. S'il vous plaît, on parle de droits des femmes, on parle également de violences basées sur le genre. Vous qui êtes activiste, dites-nous ce matin dans ce studio, généralement, vous êtes saisi pour quel type d'agression? De tout. Voilà. De toutes les agressions possibles sur les femmes. Il y a des femmes... Les plus fréquentes. Je veux dire, en fait, tout est fréquent. C'est ça le problème. On bat les femmes tous les jours. On empêche des femmes de travailler tous les jours. Mon mari ne me laisse pas travailler. On viole des femmes tous les jours, des filles, des petites filles tous les jours. Des bébés. D'accord? On harcèle des femmes tous les jours, mais ça ne finit pas. C'est pour cela que je vous dis que le 8 mars, c'est juste la journée où on nous donne l'occasion de dénoncer. Mais c'est du tout, les jours, en fait. Et donc, en pareille circonstance, que faites-vous pour justement jouer votre rôle? Alors, en tant qu'ONG, nous les accompagnons. Par exemple, moi, l'ONG que je préside, on a des cas qu'on ne peut pas prendre parce qu'on ne peut pas tout faire. On a plein d'ONG en Guinée. Il y en a qui sont beaucoup plus spécialisés dans les violences conjugales, d'autres dans le viol. Nous, on est beaucoup plus dans l'accompagnement des femmes enceintes, par exemple, qui, justement, vous parliez tout à l'heure de ça, des femmes enceintes pour leur offrir une grossesse humanisée, un accouchement humanisé. On est beaucoup plus dans le viol contre les enfants et tout, les violences obstétricales contre que les femmes subissent, la malnutrition sur les enfants. D'autres vont vous dire, moi par exemple, personnellement, je suis beaucoup saisie par des femmes qui sont victimes de violences conjugales. Est-ce que vous travaillez avec le projet? Mais bien sûr, c'est des partenaires. Le projet, la brigade comment on appelle ça, pour les personnes vulnérables, oui, on travaille avec eux. Bien sûr. Alors aujourd'hui, qu'en est-il de l'évolution ou du dossier Massila? Alors le dossier Massila évolue. Malheureusement, il a ralenti dernièrement. Vous avez vu les multitudes de décrets qui sont passés. Le juge d'instruction, parce que c'est un dossier qui est en instruction. Oui. Lorsque la brigade a fini son enquête et que les présumés, en tout cas coupables, ont été... les mis en cause ont été déférés. Le dossier a été transmis au tribunal de Mafanko. Il y a eu le juge d'instruction qui a commencé à travailler. Son instruction consiste aussi à faire son enquête de son côté, monter son dossier. Ça prend du temps. D'accord? Parce qu'il doit entendre des personnes, il doit réunir des preuves, il doit revoir tout ça là. Entre-temps, il a été affecté. D'accord, ailleurs. Et là, il a été remplacé. Est-ce que tous les mises en cause ont été retrouvées? Non, laissez-moi finir s'il vous plaît. Donc du coup, il a été remplacé. Il y a une autre juge d'instruction qui est venue, qui doit prendre connaissance du dossier. Effectivement, la procédure reprend. Elle ne reprend pas, elle essaie de revoir et d'abord même de comprendre le dossier. Il faut qu'elle comprenne. Là, il y a à peu près une semaine, j'ai appris que ça commence à évoluer parce qu'elle a envoyé des enquêteurs, même au niveau de la clinique là-bas. Elle est en train de regrouper les rapports, même au niveau du ministère de la Santé. Ça évolue. La machine du judiciaire est lente. Mais on suit le dossier. On a un avocat sur le dossier qui suit le dossier, mais du tous les jours. Est-ce que les mis en cause sont toujours à la présence? Ils sont toujours à la présence. Ils sont toujours là-bas. Les 3 qui ont été arrêtés, le 4e malheureusement jusqu'à présent, on n'a pas de nouvelles. Alors, est-ce que tout cela aurait pu être évité si Massila avait dénoncé à temps? Alors, je ne sais pas si tout cela aurait pu être évité. Parce que le viol s'est passé, elle a gardé ça en secret jusqu'après 2 mois. Et pendant ce temps, sa situation sanitaire s'empirait. Et pendant ce temps, si à chaud, après le viol à chaud, dans les 72 heures qui suivaient, si elle dénonçait, elle avait quand même plus de chances de ne pas succomber à cette pulsion. D'ailleurs, alors, il ne faut pas oublier que généralement, les victimes de viol culpabilisent beaucoup. Ça, c'est le message que j'aime passer. Les victimes de viol, même si c'est un enfant, il culpabilise parce qu'il pense toujours que c'est de sa faute. Donc, ils ont du mal à en parler. C'est pour cela que je ne supporte pas lorsqu'on les culpabilise, lorsqu'on dit « mais c'est sa faute, elle a 25 ans, elle aurait dû parler ». Je ne souhaite à personne d'être à la place des victimes de viol. Vous comprendrez comment, surtout dans nos sociétés, lorsque tu vas dire que tu as violé, tu sais quel est le regard que la société a sur toi. Donc, c'est difficile. Certes, j'aurais aimé aussi que Massila parle plus tôt, mais malheureusement, elle ne l'a pas fait. Elle n'a pas fait. C'est pas de sa faute non plus.
Vous parlez de violence obstétricale. Est-ce que vous prenez en compte, vous prenez en charge également le traitement psychologique, parce qu'on sait que des femmes qui subissent des violences comme ça sur le corps, c'est assez difficile pour elles de se remettre. Elles sont traumatisées. Alors, nous sommes en contact avec des psychothérapeutes. Aujourd'hui, il y a une association de psychothérapeutes. Nous sommes en contact avec eux. Lorsqu'on propose, vous savez, nous, on ne peut pas forcer. Quand les gens viennent vers nous, on te propose. Il y a même des victimes qui viennent vers nous. On commence les procédures, ils se rétractent parce qu'il y a le poids de la société. Il y a même des femmes battues qui me disent « Non, madame, moi, je veux juste qu'on attrape mon mari. Ils vont l'attraper 2 jours là-bas. Il va comprendre, on va le relâcher. » Je dis « Je ne rentre pas dans ça parce que c'est la machine judiciaire, elle est lancée. » Donc, en fait, c'est pour ça il faut parler. Des fois, ils te disent « Non, je ne veux pas avoir... » On propose l'accompagnement. Après, c'est à la personne d'accepter ou pas d'aller vers ces gens-là. Mais oui, on est en contact avec ce genre de mais il y a des cas où l'État ou le procureur, je ne sais pas comment on appelle ça, peut décider de poursuivre, même si les victimes normalement, oui. Quand c'est des dossiers, en tout cas en matière pénale, le procureur, normalement, il a l'obligation de le faire. Il se constitue en partie civile. Non, il ne se constitue pas, il poursuit. La partie civile, c'est la victime, généralement, qui est partie civile. Mais si la victime désiste? Si la victime désiste, le procureur poursuit, parce que le procureur c'est l'avocat de la société entre guillemets, donc il poursuit. C'est la victime qui est normalement partie civile. Il a l'obligation normalement de le faire, mais bon, après tout le monde ne fait pas bien son boulot malheureusement. Et depuis que vous menez ce combat, quel est le cas de violence basé sur le genre qui vous a le plus marqué? Le cas Massila? Alors, le cas Massila m'a beaucoup marqué parce que j'étais au cœur de l'action. Mais le cas qui m'a le plus marqué, c'est le cas... nous avons géré un cas incestueux où un père avait violé ses enfants. Parce que pour moi, lorsqu'on touche aux enfants, on touche au cœur même de la société. On se touche même à l'avenir de la société. Et ça, je pense que c'est un cas qui me marque toujours. Lorsqu'on me parle de viol sur les enfants, j'en tremble. Il y a une semaine, il y a un père qui m'a appelé en larmes où on a violé ses 2 filles. Un jeune qu'il nourrit, qu'il loge, qui est dans sa maison, qui a osé violer ses 2 filles de 12 et de 6 ans. Ce père est en panique, il ne sait pas quoi faire et le gars a fui et jusque-là, on ne sait pas où le retrouver. Donc moi, tous les cas sont marquants, mais quand on touche aux enfants, c'est quelque chose qui... C'est plus sensible. C'est plus sensible. Le cas Massila m'a beaucoup plus touchée parce que c'est des personnes qui étaient censées la protéger, qui étaient censées la sauver, la soigner, qui lui ont fait du mal, en fait. Oui. Justement, parce que moi, c'est surtout là ma question, quand vous parlez du viol sur les enfants. Moi, je voudrais savoir comment ça se passe lorsqu'un enfant est violé et que oui, on en parle, on est au niveau de la police, mais que les parents se retirent. Pourtant, l'enfant, lui, il a été violé. Comment est-ce que ça se passe généralement? Parce que je me dis, elle ne peut pas porter plainte parce que c'est un enfant. Mais les parents retirent alors que normalement, elle a ce droit-là. Alors, normalement, si en tout cas les parents sont accompagnés par une ONG comme la nôtre, nous on peut saisir par exemple la Direction nationale de l'enfance et tout. En fait, on peut saisir, il y a des structures à saisir et même le procureur, on peut à travers nos contacts dire écoutez, il y a un cas ici, il faut s'autosaisir du dossier. Maintenant, c'est ça, mais les parents, généralement je vous dis, c'est le manque de connaissances qui fait ça. Ils ne comprennent pas. Il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas. Parce que si tu comprends que même si ton enfant a 3 ans, 4 ans et qu'il subit un viol et que dans 15 ans, il aura des problèmes lorsqu'il sera en face de son mari pour avoir des rapports sexuels ou même qu'elle aura une haine contre les hommes, je pense que tu vas accepter de poursuivre le gars et même de la soigner psychologiquement. Avant de vous laisser continuer, je vous propose de retrouver Dame Mariam Bobo Baldé, nourrice et mère de 3 enfants. Voilà, Madame Silla, vous venez quand même d'écouter le témoignage poignant de Bobo Baldé par rapport à son cas. Est-ce que vous allez prendre ce cas flagrant de violence en pareille circonstance? Est-ce que vous décidez d'intervenir ou vous attendez forcément d'être saisi?
Pas forcément d'attendre, forcément d'être saisi, mais comme je vous ai dit, chaque ONG a son domaine d'action. On ne peut pas prendre tous les cas. Moi, personnellement, j'ai été interpellée sur ce cas-là, mais après, j'ai appris, je ne sais pas si c'est vrai que le club des jeunes filles leaders de Guinée avait contacté la dame. Je me suis dit, bon, de toute façon, toutes les ONG travaillent ensemble, que ce soit une ou autre, l'essentiel que le dossier avance. Nous, malheureusement, ça ne rentre pas dans notre domaine d'action, donc on ne pouvait pas prendre ce cas-là. D'accord. Et message à toutes les femmes qui nous écoutent pour terminer? Alors, pour terminer, je vais le lire, ce message-là, parce que j'ai eu, comme ce matin-là, j'ai eu une petite inspiration que j'ai partagée sur les réseaux sociaux. À l'occasion du 8 mars, je disais, ne nous célébrez pas, arrêtez de vous attaquer à notre intégrité physique et morale. Ne célébrez pas la femme alors que vous faites du mal à vos sœurs, amis, belles-filles et personnel de maison féminin. Ne nous offrez rien gratuitement parce qu'on est femme. Donnez-nous l'occasion de l'obtenir par le travail et le mérite. Payez-nous au même titre que les hommes pour le même poste au travail. Laissez-nous faire nos propres choix dans nos vies. Permettez-nous d'aller à l'école au même titre que nos frères. Arrêtez de nous sexualiser et de nous violer. Arrêtez de laissez-nous travailler, gagner notre vie dignement et surtout jouir librement du fruit de notre travail. Offrez-nous de meilleures conditions pour donner la vie, car sans nous, pas de vie. Laissez-nous jouir de nos clitoris, car le bonheur d'atteindre le 7e ciel est un droit pour tout être humain. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Message en ce 8 mars, Madame Sylla Guinabou Diallo, présidente de l'ONG Mon Enfant Ma Vie. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Mirador se poursuit.